Palo Alto Networks. Ça fait depuis 9 mois que je suis pour la compagnie. Ce que je vous propose de présenter aujourd'hui, c'est vraiment faire face à un sujet qui est quand même assez d'actualité de nos jours, qui est les fameuses menaces modernes. Okay? On sait que depuis plusieurs années, les gens essaient de se protéger avec des équipements dits de sécurité. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, même le gouvernement, pour les gens qui ont vu les nouvelles dernièrement, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il va avoir des investissements de plus de 155 millions à l'intérieur de 5 ans pour se protéger dans les réseaux. Donc, une des choses que je vous propose, c'est un peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux, point de vue sécurité. Faire un genre de portrait du cycle des menaces, des nouvelles menaces qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle le modern malware. Faire un constat actuel de qu'est-ce qui est en mesure de pouvoir arrêter ces types de menaces-là. Donc, vous allez voir que la situation, elle est dommage parce qu'on n'est pas équipé pour pouvoir arrêter ces menaces-là. Donc, ensuite, je vais vous positionner sur un genre de cadre référentiel. Qu'est-ce que ça prendrait pour pouvoir se protéger contre ces types de menaces-là? Pour à la toute fin, les équipements disponibles aujourd'hui ou les outils à venir pour pouvoir faire face à ce type de menaces-là. Ici, ce qu'on voit, c'est juste pour vous montrer que les menaces, c'est vraiment sérieux. On ne parle plus des menaces que du bon vieux temps, où c'est des petites attaques. On parle vraiment des entreprises vraiment renommées qui ont été attaquées. Puis si on regarde, au même titre qu'ici, ce qui s'est passé au Québec les derniers mois, sinon même cet été, il y a eu des représailles par la Légion Anonymous. Ce qu'on réalise qu'ils ont en commun, ces entreprises-là, c'est qu'ils se sont fait attaquer de façon complètement différente de ce qu'on était habitué de voir dans les 10-15 dernières années. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous mettre un peu dans le contexte en vous expliquant un peu c'est quoi la méthodologie des brèches qu'on a vues des dernières années, puis qu'est-ce qui est différent par rapport à aujourd'hui. On sait tous que la majorité des gens pensent qu'un équipement peut être facilement défoncé ou se faire défoncer de l'extérieur. Ce qu'on voit, c'est que la clientèle va installer un périmètre ou va mettre vraiment son centre de données dans un endroit très bien protégé en pensant que les attaques vont venir de l'extérieur. On va voir des équipements comme des firewalls, des IPS ou un Web Application Firewall ou toutes sortes de firewall helpers qui vont être derrière pour se protéger, pensant que la fameuse attaque va venir de l'extérieur. Une autre situation qu'on vit, c'est qu'on s'aperçoit que les attaques n'arrivent pas de l'extérieur. Parce que les gens, les hackers de nos jours savent très bien que c'est la façon que les gens sont protégés. Donc, ils ont utilisé des façons pour bypasser ces façons de se protéger aujourd'hui. Une autre chose qui est apparente dans le marché, c'est que les compagnies essayent de dire, je vais essayer de me sécuriser sur les vulnérabilités. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont rouler des genres de balayage de vulnérabilités ou ce qu'on appelle des vulnerability assessment. Ils vont vérifier, voir si les serveurs n'ont pas des vulnérabilités, voir s'il n'y a pas des ports ouverts, se promener dans le réseau, voir s'il n'y aura pas des choses qui seraient vulnérables. Pensant que les bons vieux malware vont passer de l'extérieur, passer au travers des frontières, essayer de rentrer sur un équipement, défoncer l'équipement, passer sur un autre équipement pour essayer d'encore faire du scanning puis trouver des ouvertures. Ce qui est intéressant, c'est que ce type d'attaque-là, qui était communément appelé les vers dans le bon vieux temps, aujourd'hui, ne sont plus vraiment ces attaques-là qu'on fait face par rapport à la situation. Première des choses, les nouvelles attaques, les nouvelles menaces, l'étape primaire, c'est que l'attaquant a complètement un nouveau profil. Si on regarde, c'est plus vraiment le jeune personne secondaire qui, les vendredis soirs, ne sait pas quoi faire de sa peau, puis il va à ce moment-là aller attaquer des systèmes universitaires ou peu importe, pour aller chercher des informations, pour s'amuser avec des photos. On parle vraiment des attaques de crimes organisés, des nations, sinon même des légions. Ici, on a été victime de certains représailles cet été. Donc, ça vous démontre que c'est vraiment du sérieux. Et ces informations-là qu'on va chercher ont de la valeur sur le marché, dans la valeur sur le marché noir, mais ont une valeur. Donc, on réalise qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ce qu'on avait depuis plusieurs années. Donc, si on regarde vraiment les brèches de données, donc je vais vous faire une analyse vraiment, un genre de décortication de comment se passe une malice aujourd'hui avec les nouveaux malwares. Ça se passe vraiment en 5 étapes. La première, c'est aller appâter l'usager. On veut amener l'usager, parce que vous savez qu'avec les nouveaux devices qui sont sortis sur le marché et les fameuses belles applications qui roulent dans le nuage, les applications cloud, amènent un usager à aller facilement chercher de l'information dans le nuage. Donc, les hackers ils ont réalisé qu'on va prendre l'information et essayer de trouver une façon pour que l'usager apporte l'information lui-même dans son réseau. Donc, c'est ce qu'on va appeler faire de la l'appât. Appâter l'usager par un lien URL ou tout simplement un fichier PDF, un exécutable, une mise à jour d'un Adobe, un fichier PowerPoint ou un point doc. La stratégie pour faire ça, souvent, c'est qu'il va utiliser un hameçonnage ciblé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une attaque qui va être ciblée à une entreprise. Puis cette attaque-là va être peut-être à 1 ou 2 usagers, très en dessous des radars. Parce que si vous avez aujourd'hui la façon de faire des détections, c'est souvent basé sur la popularité,
la réputation ou sur le nombre de quantités de menaces qui existent pour commencer à travailler sur une page qui va nous corriger par rapport à cette menace-là. Donc vraiment, si on regarde l'exemple, pour les gens qui ont suivi ça en 2010, il y avait un projet qui était Aurora, qui était plusieurs entreprises, qui étaient du Silicon Valley, dont les Gmail, Sony, les entreprises que j'ai parlé tantôt, qui avaient été victimes d'une de ces attaques-là. L'attaque était rentrée par un instant messaging, qui avait été envoyé à un usager unique, puis l'usager, à partir de ce moment-là, a rentré de l'information dynamique, que je vais vous expliquer, qui ensuite de suite, ce qui a fait en sorte qu'on a dû sortir des patchs pour pouvoir corriger la situation. Donc, comment est-ce qu'un usager peut être appâté? C'est très simple. Tout le monde, avec les réseaux sociaux, on a tous un ami personnalisé qui va vouloir m'amener nous socialiser. On dit qu'aujourd'hui, les entreprises doivent prendre en considération ces réseaux sociaux-là, parce que souvent, c'est une des premières façons que les fameux nouveaux hackers, on parle tantôt, vont passer en dessous du radar et essayer de trouver une façon de se impersonnaliser, puis faire croire à l'usager que c'est moi, mon collègue de travail, que je lui envoie un fichier PDF ou je lui envoie une photo, parce que mon collègue de travail, il est habitué, puis il sait que je suis allé, mettons, faire une journée de golf, que je suis allé quelque part. Donc là, il va être confiant par rapport à moi, il va cliquer dessus. Donc, c'est la stratégie que les hackers vont faire. C'est prendre une façon très simple, faire une corrélation dans LinkedIn, quels sont tous les employés d'une entreprise, à l'intérieur des employés, aller voir dans un autre outil comme Facebook, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là, pour personnaliser un email, puis à ce moment être capable que l'usager clique sur ce fameux fichier ou email-là. Puis le moment que l'usager a cliqué là, c'est là que démarre le party. Ça veut dire quoi? C'est que la vulnérabilité va rentrer sur la station, va aller voir soit toucher la vulnérabilité du browser dans le cas où c'est un lien, va soit, mettons, exploiter l'Adobe dans le cas où c'est un JavaScript qui roule dans un PDF, soit les jouer dans un docfile ou un PowerPoint, et ainsi de suite. Donc, vraiment, jouer une vulnérabilité qui, comme instance primaire, c'est downloader une petite partie de code qui s'appelle un shellcode. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un shellcode, c'est un petit exécutable qui va être englobé dans le fameux fichier que l'usager va avoir cliqué dessus, ou le URL, puis de là, faire un callback vers le nuage. Pour, ultimement, télécharger, qui est la prochaine étape, une porte arrière, le backdoor. C'est quoi, c'est un backdoor? Là, ça, c'est un vrai programme qui fait un genre de reverse proxy, qui s'installe sur votre poste. Puis à partir de ce moment-là, on va faire une connexion vers le nuage, puis permettre quelqu'un de l'extérieur pouvoir parler avec l'intérieur. Parce qu'il va installer comme un genre de serveur d'une connexion qui va être contrôlée de l'extérieur. Et souvent, cette connexion-là, c'est un canal de communication caché. C'est quoi, c'est un canal de communication caché? C'est une encryption. Un canal, exemple SSL, SSH, ou peu importe le protocole, qui roule avec des fois, ça peut être un protocole connu, ça peut être un peer-to-peer, ça peut être une application qu'on pense que c'est l'application, mais ils vont utiliser ce protocole-là pour faire le back channel. Parce que l'idée principale du back channel, c'est redonner au hacker primaire le contrôle du poste. Parce que l'attaque n'est pas rentrée sur le serveur, elle est rentrée sur le poste de l'usager. Et si ça donne que l'usager est un administrateur de réseau, dites-vous que cet usager-là, présentement, a une grande ouverture dans le réseau, qui est la 5e étape, explorer et voler les données à votre réseau. Parce qu'à partir de ce moment-là, la personne de l'extérieur a le plein contrôle que l'usager a à l'intérieur. Parce que souvent, ce qu'on va retrouver, c'est que cet usager-là, dans plusieurs de nos réseaux, on se protège très fort de l'extérieur, très fort autour du data center, mais souvent, nos usagers à l'intérieur n'ont pas nécessairement le même renforcement que qu'est-ce qu'on aurait de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que cette personne-là de l'extérieur a accès à tout ce que la personne aurait comme accès ou usager. Donc, vous voyez, donc l'attaque est vraiment ciblée. Donc, maintenant, si on fait un état de la situation actuelle pour contrer ces types de menaces-là, je vais vous montrer chacune des étapes comment est-ce qu'on n'est pas équipé aujourd'hui pour se protéger contre ces attaques-là. Okay? La première, on parlait tantôt, protection contre les pas. L'image le dit, c'est une mission quasiment impossible. Comment demander aux usagers de ne pas aller faire du social ou d'aller rentrer en communication avec ses collègues de travail ou avec les gens de leur famille? C'est quasi impossible. Il y a possibilité de limiter la portée, mais de là à complètement dire qu'on empêche les gens de faire du... D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Facebook, c'est une application qui transporte beaucoup de malware. Mais Facebook, en soi, on ne peut pas le bloquer les entreprises. Ça a été dit, c'est une communication qui est aujourd'hui critique pour les entreprises. Il y en a certains même que c'est une conditionnelle pour que les employés rentrent dans les entreprises. Donc, la première, vous voyez que c'est quand même tout un défi. Deuxième, l'exploitation. Donc, pendant plusieurs années, on a toujours mis nos fameux webmails ou les web filters. Mais ça se donne que les attaques aujourd'hui, ce que je vous ai expliqué, le fameux malware qui rentre là, il va rentrer par n'importe quelle application. Que ce soit un web, que ce soit un WebEx, un Skype, un Facebook. Pensez à tout ce qui est possible comme application. Aujourd'hui, le malware peut se transiger sur n'importe quelle application. Donc ça, c'est une autre étape comme défi. Les exploitations viennent de n'importe quelle application.
comme deuxième point, les exploitations, c'est qu'une fois qu'on est exploité, ça prend des lunes avant même qu'on ait une signature pour se protéger, une signature du vendor, donc si c'est une attaque Adobe avant qu'Adobe sorte une patch, ou si c'est Microsoft avant que Microsoft sorte une patch. Puis une fois qu'on le découvre, ben là, ça va prendre du temps avant qu'on soit capable de reliser cette patch-là. Okay? Prochaine étape, contre le téléchargement. Téléchargement, ça veut dire que le petit shellcode est allé chercher et qu'il a downloadé. Souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est arrivé qu'à un usager cette journée-là. Parce que l'exécutable ou le fichier ou le PDF ou le URL a été généré aujourd'hui, le matin même. Donc, il n'y a aucune signature d'existante. Donc, quand arrive cet exécutable-là, vu que ça arrive qu'une fois, la première fois qu'il arrive, il est en dessous du radar. Il y a peu d'instances. Donc, très difficile d'être capable, parce que normalement, quels sont les types de mécanismes qui bloqueraient les téléchargements? Ce seraient les antivirus sur les postes. Dans ce contexte ici, l'antivirus n'aurait pas probablement la signature encore, parce que c'est une signature qui est arrivée aujourd'hui. Puis une fois qu'on a réussi à l'avoir, la fameuse malware qui rentre là va prendre plusieurs jours à se faire développer parce que là, on va en arriver 1, 2, 10, 20, 30, 100 usagers. À partir de ce moment-là, les manufacturiers d'antivirus vont commencer à travailler sur une analyse de signature, reliser la signature, tester la signature, prendre une catégorie de clients pour vérifier que la signature fonctionne bien à l'intérieur de ces clients-là, ensuite la reliser à toute la planète. C'est ce qui fait que normalement, on va avoir plusieurs étapes avant même que la signature puisse être disponible. Quelquefois prendre des semaines, sinon des mois. Donc, si on prend en combinaison ces deux-là, la toute dernière, qui est le canal de communication caché, donc dans toutes ces séquences-là, à la toute fin, ce qui est souvent et à 95% du temps, le back channel va être encrypté sur un port non standard. Hein, du SSL, c'est le port 443. Aujourd'hui, on va avoir un back channel sur le port 53, qui est le DNS, ou sur le port autre que 443, mais encrypté SSL, ou même du SSH. Ça peut rouler sur n'importe quel port et même être un protocole même pas connu. Puis, la toute dernière, qui est la protection contre l'exploration et le vol, ce qui est intéressant, c'est, comme je mentionnais tantôt, la protection de toutes les entreprises, souvent, est dans le périmètre. Pour plusieurs raisons. Hein. Vous savez, le périmètre, souvent, c'est la vitesse d'Internet. 100 mégabits, 500 mégabits. Il y a certains qui ont la chance d'aller jusqu'à 1 gigabit. Mais à ce moment-là, à l'intérieur du réseau, souvent, on va retrouver, on dit c'est crispy de l'extérieur, mais très smooshy à l'intérieur. Ce qui veut dire que c'est très rare qu'il y a des entreprises qui vont commencer à faire de la segmentation, mais dans même plusieurs des cas, les usagers avec un certain privilège sont capables de rentrer directement par le serveur. Donc, c'est pour ça que les attaques, comme on disait tantôt, viennent pas de l'extérieur. C'est quelqu'un de l'extérieur qui passe par un canal caché, qui se maquille comme usager, puis du poste d'usager navigue dans votre réseau durant la nuit et ramène les informations pendant la nuit. Donc, vous voyez le cadre référentiel. Comment on peut se protéger dans toutes ces étapes-là? C'est un peu ce que je vais vous donner, des pistes d'action qu'on peut faire pour se protéger. La première des choses, c'est qu'il faut qu'on soit en mesure de filtrer et de regarder et d'analyser toutes les applications, et non seulement le web et le email, qui est une des problématiques majeures qu'on a aujourd'hui. La majorité des équipements qu'on a dans le périmètre regardent 2 ou 3 protocoles. Ça doit rouler sur toutes les emails. Là, tu es en mesure de pouvoir être analysé sur toutes les emails. Prochaine étape, le temps de réponse. On l'a dit tantôt, le temps de réponse est clé. Le moment où la vulnérabilité a été exploitée, cette journée même-là, on devrait être en mesure de pouvoir sortir quelque chose. Comment est-ce qu'on peut diminuer le temps de réponse? En automatisant. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, faites l'analyse des manufacturiers qui font des patchs, c'est souvent des humains avec des centres de recherche qui font des analyses manuelles. Dans le cas ici, on parle d'automatisation, on parle d'équipements sophistiqués avec des systèmes experts qui devraient faire une analyse rigoureuse au même titre qu'un humain, mais à la minute même, à la seconde même qu'une attaque va être détectée. Donc là, la seule façon qu'on peut voir autour de ça, c'est les environnements sandbox. On parle ici d'un environnement d'exécution contrôlé, qui émule exactement ce qu'un usager aurait comme environnement, hein, avec une version d'Adobe, patché, non patché, Microsoft, patché, non patché. On prend le fichier, on prend l'exécutable, on prend la présentation PowerPoint, ou on prend à ce moment-là le fichier document, on l'ouvre, et on l'analyse, et on regarde qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il une connexion qui se fait dans le nuage en retour? Y a-t-il des processus qui sont démarrés? Y a-t-il des processus qui sont tués? Y a-t-il des changements de clés de registres qui sont faits? Donc vraiment, analyser le comportement du fichier ou de l'objet qu'on a mis dans le sandbox. On prend tout ça et on centralise ça dans un environnement mondial, dans un endroit centralisé où tous les clients qui ont accès à cette composante-là font une collection mondialisée. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que chaque instance, partout à l'intérieur de la clientèle qui ont eu une attaque, vont pouvoir privilégier du voisin ou de l'autre sur le bord de la planète qui a probablement eu la même attaque 1 minute ou une demi-heure avant. Comme ça, on n'aura pas à refaire le même travail. Puis à la limite, corréler ces informations-là. Parce que dans bien des cas, les exécutables, c'est souvent la même attaque
qui est tout simplement maquillé ou tout simplement rechangé ou changer un bit dans le binaire pour être capable de bypasser les signatures. Qu'est-ce qu'on en retire avec ces mécanismes-là? 4 mécanismes intéressants. La première étape, c'est parce qu'on sait exactement d'où venait cet exécutable-là, ce fichier-là, on a effectivement dynamiquement une signature qui va être générée on the fly. Parce que l'on sait que c'est un exécutable ou un fichier ou un objet malicieux, on sait exactement quel est son hash pour être capable de le reconnaître. Donc, l'exécutable qui a été premièrement cliqué par l'usager et le backdoor qui a été downloadé par le shellcode qu'il y avait là. Donc, on est capable immédiatement d'avoir cette signature-là. La deuxième qui est signature IPS, le canal de communication caché ou encrypté. On l'a détecté pendant qu'on l'a eu l'analyse. On sait à ce moment-là, immédiatement, en faisant un packet capture, quel type de communication qui se passe de l'interne vers l'externe. Donc, on est capable d'avoir immédiatement une signature IPS. Bien sûr, la troisième, on sait l'usager où ce qui a cliqué, de où ce qui est allé chercher cette information-là. Au même titre que le backdoor, on sait exactement sur quel site qui vient. Donc, on a une liste d'URL réputée instantanément en même temps que la signature. Et la toute dernière, bien sûr, la signature IPS qui, là, pas complètement mécanisée, mais on peut dire peut commencer à avoir des chercheurs qui vont travailler en même temps que la signature, que la vulnérabilité va avoir été exploitée chez le premier usager qui a eu cette menace-là. Livraison de la signature, il ne faut pas attendre 9 mois, 4 mois, 1 semaine, c'est 1 heure. Donc, quand on parle de se protéger, on parle de se protéger tout ce que je vous ai expliqué à date, à l'intérieur d'une heure, avoir un feedback dans un équipement qui peut nous protéger à ce niveau-là. C'est de là qu'est l'idée fondamentale qui va différencier les compagnies qui ont des mécanismes de détection sophistiqués pour ce type de malware-là, vont se différencier des antivirus de nos jours. Comment arrêter les objets malveillants maintenant, mais dans la pratique? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui par rapport à tout ce que je vais présenter? Il y a des choses qui sont intéressantes, ça serait le meilleur des mondes, mais il y a des choses existantes aujourd'hui et des choses à venir. Donc, si on regarde encore là, dans chacune des étapes, comment est-ce qu'on est aujourd'hui en possibilité de se protéger et quelles sortes d'outils qu'on peut utiliser? La première, comment est-ce qu'on peut se protéger contre l'appât? La première va être de se dire, je vais d'abord bloquer toutes les applications inutiles. On a un inventaire des applications que les clients ou les usagers ou les gens dans l'entreprise devraient avoir droit d'utiliser. À partir de là, on a cet inventaire-là. Tout ce qui n'est pas dans cet inventaire-là, on peut commencer à penser à laisser tomber ces applications-là. Donc, tout de suite, on vient d'enlever le champ d'action. Dans le cas des applications qu'on laisse passer, on peut contrôler ensuite les fichiers par usager, par groupe, par application. Donc, dans certains cas, exemple, un usager a le droit de transférer dans un fichier dans Dropbox, probablement pour un fichier .doc. Peut-être pas pour les PowerPoint, peut-être pas pour les PDF, parce que ça, c'est probablement des mécanismes qui ont peut-être plus de vulnérabilité. Donc, on est capable de pouvoir contrôler ce transfert de fichiers-là par type d'usager ou par application. Bloquer l'accès aux URL. Ben, c'est bien sûr, on l'a dit tantôt, une fois qu'on a déterminé c'est quoi les sites URL malsains, donc on a une catégorie URL qui nous dit que le moment où l'usager arriverait pour cliquer sur ce fichier-là, il y a 1 heure, il y a un usager qui a cliqué à cet endroit-là, puis il y a eu une signature qui est revenue. À ce moment-là, immédiatement, on vient de se protéger contre ce même fichier-là. Protection contre les exploits, contre les exploitations. Donc, la première, c'est bien sûr, comme toute compagnie, c'est de faire de la recherche-développement. Essayer de trouver les vulnérabilités avant les black hats. Ça veut dire quoi? Ça va avoir des centres de... Toutes les entreprises confondues, si on regarde un centre de recherche, environ entre 10 et 20 chercheurs qui font des recherches sur les vulnérabilités sur tous les types de plateformes qu'on a. Si on regarde les crimes organisés, on parle de 10, 100, sinon 1000 hackers qui, en temps, à tous les jours, vont travailler pour trouver des vulnérabilités. Donc, on a effectivement une force beaucoup plus grande que n'importe quel vendeur confondu. Signature IPS. Donc, on parlait des signatures IPS nouvelles, mais en même temps que l'usager, le premier usager à l'intérieur du groupe d'usagers qui est supporté par la solution, va avoir cette menace-là, cette vulnérabilité-là. Donc, à partir de ce moment-là, on travaille quasiment en même temps que la vulnérabilité, versus aujourd'hui. Le groupe que je parlais tantôt, le projet Aurora, qui a plusieurs entreprises du Silicon Valley s'étaient fait attaquer. L'attaque avait été officiellement annoncée à Microsoft en septembre 2009 pour être avait été annoncée, donc trouvée par quelqu'un à l'extérieur, pour être premièrement, la première fois exploitée par un hacker en janvier 2010. Une semaine après, Microsoft et tous les vendeurs d'IPS avaient une signature. Donc, si vous regardez ça, c'est pour vous montrer que oui, on peut travailler du IPS, mais l'idée principale, c'est que ça a pris du temps avant qu'elle soit exploitée. Dans le cas ici, la première fois qu'elle est exploitée, on commence à travailler sur la vulnérabilité. Protection contre le téléchargement. Ça, c'est le petit shellcode et l'exécutable qui se fait downloader. Ben, tout de suite, là, en partant, on a une signature des toutes les malwares. Donc, on l'a parlé tantôt. On a ce moment-là le hash qui nous dit que cet exécutable-là a déjà été vu. Qu'il soit peu importe maquillé, changer le binaire. On a déjà vu une fois ce binaire-là. On est capable tout de suite là, de se protéger contre ce download-là.
Puis, il y a aussi ce qui existe aujourd'hui, un mécanisme qu'on appelle Drive by Download. Ça, c'est un peu comme un filtrage URL, qui normalement, l'utilisateur n'a pas le droit d'aller sur un site, puis il y aura un pop-up window qui lui apparaîtrait. Donc, il est possible aujourd'hui d'avoir ça intégré dans une boîte qui, quand l'usager arriverait pour cliquer sur son Dropbox, essaie de downloader un fichier, aurait le pop-up pour lui dire, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment downloader ce fichier-là? Ce fichier-là n'a jamais été vu encore. Se protéger contre le canal de communication. Ça, c'est le fameux back channel qu'on parlait tantôt. Première étape, c'est bloquer le trafic des applications qui sont inconnues. C'est impensable aujourd'hui qu'on ait du trafic la nuit qui roule de l'intérieur vers l'extérieur sur un protocole encrypté non standard sur non seulement une adresse IP statique fixe ou un DNS ou un random DNS ou un domaine name qui a été ouvert dans les derniers jours. Donc, c'est une des premières choses à faire, c'est de commencer à se nettoyer de la pollution de trafic qui, vous savez, que vous ne connaissez pas, qui n'est pas reconnue dans les 1650 applications que vous devriez connaître aujourd'hui. Utiliser des algorithmes heuristiques, ça veut dire quoi? C'est quand je regarde le comportement à l'intérieur d'un certain temps, 5 sessions qui viennent de même source IP, qui s'en va vers une catégorie URL, qui fait des transferts de fichiers dans un site non réputé, donc un malware. Donc, vous êtes en mesure de faire des analyses heuristiques à savoir si c'est des sessions qui sont malicieuses ou qui sont saines. La toute dernière, la signature IPS, encore là, vous avez le command control. Une fois que vous savez que c'est un modèle, c'était probablement un canal encrypté. Il y a des mécanismes aujourd'hui pour désencrypter ce type de canal-là. Puis une fois qu'on le désencrypte, on va chercher un snapshot du type de trafic. Puis si on voit que c'est un type de trafic command and control, on est en mesure d'avoir on the fly une signature. Donc ces mécanismes-là sont disponibles aujourd'hui. Comment qu'on peut se protéger contre l'exploration le vol à l'étape suivante, une fois que le malware est rendu à l'intérieur? Première étape de base, c'est de se segmenter. Moi, j'irai une étape plus loin, c'est se segmenter et se définir des zones. Qu'à l'intérieur de ces zones-là, entre les zones, on peut contrôler qui a accès à quoi, en utilisant le deuxième point qui est le contrôle d'accès par données, par usager, par groupe ou même par application. Donc, ça veut dire que même si l'exécutable s'en va là, il faut que chaque flux soit authentifié implicitement ou explicitement. Qui fait qu'en ce moment-là, si, malgré les 5 étapes que j'ai parlé là, rendu à la 5e étape, vous avez encore un mécanisme pour vous protéger contre ce type de situation-là. Okay? Donc, pour finir, vers la fin, c'est quoi le rôle d'un firewall de nouvelle génération? Puis, qu'est-ce que je vais parler à date? Comment ça peut vous aider? Première étape, c'est de s'assurer que la solution que je vous parlais de Sandbox peut être en mesure de pouvoir être déployée partout dans l'entreprise. Autant dans votre centre de données, dans le périmètre, dans des bureaux régionaux que dans le branch. Et non seulement à un seul et unique endroit. Parce qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui que vous pouvez déployer, mais par le coût et par la complexité, les gens vont te porter à le mettre seulement dans le data center. Nous, ce qu'on dit, c'est que ces solutions-là devraient être disponibles partout où il y a du trafic qui indirectement transige entre une branche ou une zone ou un data center. L'étape suivante, la protection doit être faite en temps réel et en ligne. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir une boîte qui est de côté, en mode sniffing ou en mode collection, puis que là, détecte un exécutable que j'ai jamais vu, c'est un malware, puis là, à ce moment-là, vous êtes en mode réaction, vous êtes en train d'essayer de dire, ça, c'est tous les postes qui ont été attaqués. Donc, en étant en ligne, c'est comme reculer il y a dizaines d'années où quand les IDS faisaient que de la détection, puis là, maintenant, on a réparu les IPS, que là, ils ont pris de la prévention qui était en ligne. Donc, c'est le même contexte ici. La troisième, c'est le contrôle d'accès basé sur l'identité. On l'a mentionné tantôt. Donc, c'est un must. Donc, on parle des flows, on parle des flux. À ce moment-là, il s'agit de s'assurer qu'entre les zones, ces flux-là puissent être authentifiés. Tant sur le filaire que le sans fil. On parle de solutions. Si on regarde l'exemple de Palo Alto et Aruba, on a de l'échange d'identités qui vont être faites automatiquement à partir de la source jusqu'au serveur. Nécessité d'avoir de l'IPS, de l'antivirus, en fait, de l'anti-malware à temps réel, mais rapide. Qui veut dire qu'aujourd'hui, minimum 10 gigs, à venir rapidement 40 gigs, sinon 100 gigs. Donc, ça prend une solution qui est en mesure de pouvoir scaler avec les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, c'est pas le branch, c'est pas le périmètre, c'est le data center qui a tout ce défi-là. Puis c'est vers là que s'en vont les réseaux. Puis bien sûr, être en mesure de pouvoir appliquer tout ce que je vous ai parlé depuis tout début, les filtres et les mécanismes doivent être appliqués sur n'importe quelle application confondue. Okay? Et non seulement le web et le email. Toute fin, on doit bloquer tout ce qui est inconnu. Donc, si vous avez un équipement qui est appliqué, qui est une reconnaissance applicative, puis que dans ces 1650 applications, ce n'est pas une application que vous connaissez, vous avez une grosse chance de quelque chose de malicieux. Donc, c'est ici qu'on vient mentionner que vous devrez avoir une façon de pouvoir bloquer de l'inconnu, que ce soit autant au niveau du protocole, UDP, TCP ou applicatif. Donc, à la toute fin, ma conclusion, juste pour vous dire, qu'est-ce qui a été présenté? La majorité de ce que j'ai présenté est disponible dans les nouvelles types de boîtes
de génération qui font de la sécurité à couche 7 en montant. Donc, ça veut dire que quand on parle de nouvelle génération de firewall, on parle d'équipement qui est en mesure de pouvoir faire ces instructions-là en parallèle dans une boîte qui est capable de pouvoir prendre ces choses-là sans avoir de perte de performance. Donc, si en résumé, je vous donne un panneau que vous avez à retenir, puis cette présentation-là va être disponible à n'importe qui pour être downloadée. Vous avez à la droite ici tous les mécanismes que je vous ai mentionnés qui seraient disponibles pour pouvoir prendre action, toutes les étapes d'un malware et quelles sont les actions qu'on a à prendre à chacune des étapes. Et tous ces mécanismes-là que vous voyez ici sont disponibles dans des équipements de nouvelle génération qui font ce qu'on dit la prévention de menaces coordonnées. Ça veut dire que autant quand j'ai un IPS, que j'ai un malware ou que j'ai, mettons, un contenu ou que j'ai un exécutable, tous ces mécanismes-là travaillent ensemble en coordination dans une plateforme. Donc, ça conclut ma présentation. Pour les gens qui ont des questions, les références ici, la présentation que je vous ai faite a été faite l'année passée par notre fondateur, Nir Zouk. Donc, je vous invite à aller voir la présentation en anglais pour vous montrer après d'autres détails et des petits feuillets qui peuvent vous indiquer toute la description de notre malware que je vous ai parlé ce matin. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? C'est bon. Parfait. Mais je vous remercie tout le monde. Ça fait plaisir.